Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 399e édition de la série hebdomadaire sur Radio Télé-Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, le droit, la finance, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Radio Télé-Guinée et mercredi à 10h AM sur Radio Télé-Guinée. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 398e édition, nous avons retenu pour thème la problématique des conflits en Haïti. Un thème d'une grande importance, vu l'ampleur de ce phénomène. Pour débattre de cette question, nous avons fait appel à un homme de l'art, un professionnel, je dirais, rompu, qui s'est rendu disponible pour partager avec vous le fruit de ses observations. Eh bien, avec lui, nous allons voir effectivement comment évolue ce phénomène, ses conséquences et comment, je dirais, réduire les risques. Notre invité est le professeur Jean-Eugène Pierre-Louis. Maître Pierre-Louis, bienvenue à notre émission. Bonjour, professeur Payan, et vous me permettrez de saluer la direction générale de la radio-télévision Télé-Guinée, et M. Borges et sa femme, toute l'équipe technique, les caméramans, etc. Donc, je salue les auditeurs téléspectateurs Radio Télé-Guinée. Merci. Si on prend une pause, on vous revient. Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, nous vous rappelons que l'Ordre des comptables reçoit des inscriptions en son local de 9h à 14 PM. L'Ordre organise aussi des séminaires de formation ouverts aux membres de la corporation dans le cadre de la formation continue et aussi au grand public. L'Ordre organise un événement mensuel, le jeudi mensuel, le 4e jeudi de chaque mois, à Hôtel Montana. Il s'agit d'une série de conférences et conférences ouvertes au grand public, aux membres de l'ordre, aux étudiants, aux chercheurs. À chaque émission, nous apportons aussi quelques conseils. Et particulièrement, on va voir l'imposition des intérêts. Lorsqu'on avance de l'argent
à une tierce partie, eh bien, le débiteur a l'obligation de prélever des intérêts et de prélever 15% sur les intérêts à verser. Cette retenue n'est pas obligatoire dans le cadre des institutions financières, mais un particulier qui a vendu de l'argent à une entreprise commerciale ou industrielle, eh bien, l'entreprise doit prélever 15% sur le créancier, sur les intérêts particulièrement. Et les 15% qui sont prélevés tiennent lieu d'avance ou d'acompte au moment où le bénéficiaire doit produire sa déclaration d'impôt. L'émission du jour a pour thème la problématique des conflits terriens en Haïti. On sait pertinemment que le capital, la terre et le travail sont les trois principaux éléments qui permettent d'investir. Donc, la terre a une importance capitale. C'est le fondement même. Nous avons fait les premières analyses en matière économique. Donc, je dirais, le droit de propriété devient, par ricochet, important, essentiel pour garantir les investissements, pour garantir aussi les intérêts des uns et des autres. Donc, parler de la problématique des conflits terriens en Haïti, c'est aborder vraiment c'est aborder vraiment, je dirais, un fléau, un phénomène. Aussi, la première question que nous avons adressée à Maître Pierre-Louis. Maître Pierre-Louis, tout d'abord, comment voyez-vous l'exercice du droit de propriété en Haïti, son contenu et également ses faiblesses et comment aussi transférer ce droit? Merci, professeur Paya, pour la question. Avant même d'aborder la question en Haïti, je voudrais faire un tour d'horizon sur l'histoire de l'humanité, sur l'histoire de la propriété dans le temps, depuis le début de l'humanité, pour regarder aussi à travers le monde comment dans certains pays, comment c'est. Parce que la question de la terre a toujours été une question très épineuse qui a donné lieu à des guerres, des révolutions, même à travers le monde. Au début de l'humanité, avec les premiers hommes qui habitaient la terre, le temps primitif, et personne n'était propriétaire de la terre. Donc il y avait d'abord les gens vivaient, ces premiers hommes vivaient de la cueillette des fruits, de la chasse, de la pêche. Donc à un certain moment donné, un groupe qui avait l'habitude de chasser dans une zone, sur un territoire, maintenant lorsque les produits, les gibiers se font rares, il fallait se déplacer pour aller ailleurs pour chasser. Et les autres qui s'étaient établis dans cette zone où les fruits ou les produits de consommation abondaient, donc ils ne vont pas rester les bras croisés. Donc dès lors, vous avez les premiers conflits pour l'occupation de l'espace, pour l'occupation du territoire. Et c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, deuxièmement, ceux qui avaient l'habitude de chasser, de pêcher dans un territoire considèrent ce territoire comme étant le leur. Donc les autres groupes ne pouvaient pas venir les perturber, les déranger. Donc ils prennent possession de l'espace. Dans un deuxième temps, un troisième temps même si vous voulez, la question de la terre, vous venez de le dire, va servir comme l'élément de base au développement de la période précapitaliste. Tout à fait. Vous savez, même en Haïti, vous avez eu dans les premières périodes de colonisation, vous avez eu les trois groupes d'hommes
trois groupes d'acteurs, d'opérateurs sur le territoire. Il y a eu les flébitiers, les boucaniers et les paysans qu'on considère comme étant les premiers agriculteurs, ceux qui s'occupaient de la terre. Donc les flébitiers pillaient les bateaux, etc., c'était des pirates. Mais les boucaniers, maintenant, cuisinaient, séchaient les gibiers, les produits de la chasse. Mais il y avait un troisième groupe qui était en minorité, et ce sont ces éléments de ce groupe qui allaient être déterminants pour le développement d'Haïti, du territoire. Nous parlons de la colonie, c'était les premiers agriculteurs. Et les deux premières catégories étaient considérées comme des nomades. Donc, ils n'avaient pas de territoire fixe, ils se baladaient à travers le territoire, sur l'île. Mais les agriculteurs s'étaient fixés pour travailler la terre, pour cultiver la terre. Donc ce sont eux qui vont être les pionniers de l'économie pré-capitaliste. Maintenant, la question de la terre en Haïti, dans un premier temps, vous savez bien que cette terre ne nous appartenait pas, c'était la terre des Indiens. Les Arawaks, etc., les Taïnos, vous connaissez, on connaît tous l'histoire. Et puis à un certain moment, vous savez que les Indiens qui étaient colonisés, la terre était colonisée d'abord par les Espagnols, par les Anglais, etc. Mais puisque les Espagnols, après avoir pillé la richesse à la surface de la terre à Hispaniola à l'époque, donc à ce moment-là, il y a eu cette contestation, cette concurrence européenne sur la terre de Saint-Domingue, en tout cas sur cette terre espagnole, entre les Espagnols, les Anglais et les Français, qui se battaient pour avoir le contrôle de cet espace. Et les Espagnols ont laissé une partie, la partie occidentale de l'île aux Français, par le traité de Ryswick en 1697. Donc c'est ainsi que maintenant la question était posée. Maintenant, Las Casas avait conseillé aux occupants de l'époque de faire remplacer les Indiens qui étaient réduits en esclavage, mais qui étaient très peu résistants à la rigueur de l'esclavage. Et mais le prélat Las Casas avait conseillé aux dirigeants coloniaux de l'époque de faire remplacer les Indiens par les Africains, qui étaient jugés beaucoup plus costauds, beaucoup plus résistants pour travailler la terre pour le compte des occupants. Et c'est ainsi que les Africains qui étaient débarqués, maintenant qui étaient maintenant installés sur cette terre, dans les chaînes, comme réduits en esclavage, travaillaient pour le compte des colons. Mais à un certain moment, la rigueur de l'esclavage et de la colonisation maintenant avait poussé les esclaves à se révolter, et finalement, on a eu la guerre de l'indépendance qui nous a amenés en 1804 et nous sommes devenus maîtres de cette terre. En ce moment-là, la question épineuse qui va se poser à Dessalines, qui était le premier chef d'État d'Haïti, c'était justement la question de la terre. Parce qu'après l'indépendance, la terre appartient au nouvel État. Personne n'était propriétaire. Mais les généraux de guerre voulaient s'approprier de la porte du Lion, la plus grande porte. Et la masse qui coupissait, qui travaillait dans les champs, n'avait rien. Et Dessalines s'était levé la voix pour réclamer en leur faveur. Et Dessalines, vous vous rappelez très bien, professeur Payan, comment Dessalines avait désigné Balthazar Ingignac, qui était son ministre de l'économie à l'époque. Et bien Balthazar avait la charge de procéder à la vérification des titres de propriété, car Dessalines voulait mettre de l'ordre dans cette question de propriété. Et vous savez bien, certains colons, avant de partir, il y avait beaucoup d'actes faux, il y avait beaucoup de faux qui avaient été fabriqués, justement pour garder la propriété de la terre. Donc Dessalines était au courant. On faisait jaunir les papiers fraîchement fabriqués et pour y donner un certain caractère d'ancienneté, etc., pour tromper la vigilance des autorités de l'époque. Donc Dessalines savait tout ça. Donc c'est ainsi que Dessalines avait ordonné la vérification des titres de propriété sous l'obédience de Balthazar Ingignac, qui était son ministre d'alors chargé de cette question. Maintenant, Dessalines
voulait mettre de l'ordre dans la plantation, il voulait mettre de l'ordre dans les champs, dans la culture, etc., dans l'exportation. Donc c'était une économie, et on peut dire, étatisée. C'est l'État qui contrôlait. Une économie contrôlée par l'État. Alors, mais ceux qui ont fait la guerre avec Dessalines, les généraux, n'avaient pas accepté cette politique de Dessalines. Ils voulaient prendre la grande part du gâteau. Et finalement, Dessalines avait fait cette fameuse déclaration à Petit Goâve après son voyage dans les Sud. Si les autres. Alors, d'après ce qu'il venait faire dans les Sud, Dessalines avait pris des mesures de rigueur, il avait puni les gens. Et là, il avait crié les autres dont les pères sont en Afrique, n'auront-ils donc rien lorsque les généraux eux-mêmes ont pris toute la terre, toutes les bonnes terres, parce que les pays, les nouveaux libres qui étaient arrivés dans la colonie, les Boussales, s'étaient retranchés dans les mornes, dans les terres arides, alors que les nantis, les généraux et d'autres civils bien placés ont pris toute la terre de la plaine, toute la terre cultivable, la terre arable. Donc les paysans étaient livrés à eux-mêmes pour cultiver des produits maraîchers, donc qui ne rapportaient pas beaucoup. Donc la question de la terre était justement une question très problématique, très épineuse. Donc c'est pourquoi Dessalines a été assassiné. Cette question était l'une des causes fondamentales de l'assassinat de Dessalines, la question de la terre. Et vous avez vu comment, après Dessalines et Pétion, Christophe allait utiliser la terre comme une arme politique, justement, soit pour combattre les soulèvements, ou récompenser, soit pour récompenser les partisans. Donc la terre, justement, était toujours au cœur des débats politiques en Haïti, au cœur des préoccupations des dirigeants. Et c'est une question épineuse, surtout dans la Artibonite, qui est constituée même aujourd'hui le grenier du pays, parce que justement, c'est dans l'Artibonite où il y a de l'eau en abondance, il y a une étendue pleine, très étendue, où l'on peut cultiver de toutes sortes de produits, le riz et autres produits qui répondent à l'alimentation courante des Haïtiens. Eh bien, il y a tellement de conflits pour les terres en plaine, surtout. À un certain moment, l'État d'Haïti le gouvernement haïtien a dû instituer un tribunal au bas de la Tibonite qui s'appelle le tribunal terrien. C'est le seul endroit du pays, la seule juridiction où il y a ce tribunal. Un tribunal spécial, justement. Autant dire que la question de la terre en Haïti a été une question problématique, une pomme de discorde. Et vous avez dit, une telle difficulté se rapportant à la terre constitue un frein, et un véritable frein à l'investissement, au développement économique du pays. Très bien. Mais alors, après cette approche, je dirais, cette évolution historique de la terre, et comment peut-on parler maintenant du droit de propriété en tant que, je dirais, comment s'exerce la propriété en Haïti? Et question fondamentale. La question du droit de propriété, ce n'est pas seulement une préoccupation pour les Haïtiens. Oui, c'est... Vous avez ce qu'on entend par les révolutions modernes, révolution cubaine, révolution russe. Donc, ce genre de révolution, on peut même parler de révolution nicaraguayenne, plus proche de nous. Ces révolutions-là, surtout, vous avez vu avec les bolcheviks en Union soviétique, en 1917, la terre était au cœur de cette révolution. La révolution cubaine, parce que d'abord, il fallait avoir le contrôle de la terre, justement pour orienter l'économie. Car vous venez de le dire, que la terre, c'est l'un des principaux facteurs de production économique. Donc, on ne peut pas implanter une usine dans l'espace. Oui. Maintenant, on commence à venir avec des méthodes de production, des maraîchers, etc. Au niveau de l'agriculture, il y a des progrès, mais c'est dans l'espace, mais c'est au toit des maisons. Tout à fait. Or, les maisons doivent être implantées. Photonique. Donc, de toute façon, on ne peut rien faire de sérieux dans l'économie sans la terre. Mais nous vivons sur la terre, nous sommes des terriens. Nous vivons sur la terre, et la terre, c'est le cadre de vie,
C'est le cadre de vie normal, c'est le cadre de vie économique, c'est le cadre de vie sociale et politique. On n'a pas le choix. Ceci étant dit, comment l'État haïtien a traité la question des droits de propriété? Donc, j'ai voulu, la question a été corsée au départ avec les premiers dirigeants, car les Dessalines étaient morts pour la question n'a pas été traitée. Après, Christophe et Pétion, qui lui ont succédé tout de suite après, n'ont pas pu traiter le problème véritablement. On a eu une certaine prospérité dans le Nord parce que Christophe avait un gouvernement très fort. Le royaume de Christophe était très fort. Il y avait beaucoup d'ordre dans ce royaume. Christophe était un dictateur éclairé. Il a pu mettre un système en place où il y a moins de désordre dans la terre. Et c'est pourquoi vous avez cette prospérité du Nord à l'époque. Mais Pétion était un démagogue, comme on l'est aujourd'hui. Donc, lui-même, il utilisait la terre comme une arme politique, etc. On l'a déjà dit. Donc, il n'avait pas vraiment une véritable stabilité dans les droits de propriété. C'était les plus forts, les plus nantis, etc. Mais le véritable problème que vous avez, alors, dès que quelqu'un occupe un espace, il fait tout ce qui est de son pouvoir pour le garder. Et maintenant, puisque nous n'avons jamais eu un véritable cadastre, une véritable politique de cadastre cadastral en Haïti pour déterminer la terre, la majorité de la terre en Haïti appartenait à l'État. L'État était le plus grand propriétaire, et même aujourd'hui encore, on demande si l'État n'est pas toujours le plus grand propriétaire de terre. C'est l'État, c'est l'Église catholique qui était en deuxième position jusqu'à une certaine date. Après, il y avait les grands commerçants, les grands hommes d'affaires, les tout-puissants, ceux qui étaient proches des gouvernements, qui ont pu accaparer la terre. Maintenant, le problème va s'aggraver parce que avec ce qu'on appelle l'explosion démographique, les habitants se multiplient. Or, ils ne peuvent pas vivre dans l'espace, ils doivent trouver un endroit à vivre, ils sont entassés alors, il y avait l'été des mondes, avec maintenant le manque d'encadrement agricole, technique, pour que le paysan puisse produire, pour nous répondre à ses besoins, eh bien, ils vont laisser les mondes pour venir en ville, dans les plaines. Donc, cette pression démographique qui existe sur la terre, donc, il y a des gens qui étaient propriétaires de vastes plaines qui vont se voir ces plaines envahies par des ordres venant de toutes parts, et dès lors, la justice se révèle impuissante. Et puis, vous allez avoir des notaires, des appanteurs, des avocats, des juges, et des greffiers, des huissiers, des mandataires forains, et des malfrats de toutes catégories qui vont s'entendre en association des malfaiteurs pour accaparer les terres partout. Et on a même parlé en Haïti, dans un passé récent, et même aujourd'hui, comme étant de l'or noir, pas de l'or noir, mais comme si, bon, la terre, à ce moment, c'est la drogue qui était très en vogue, mais on considère la terre aujourd'hui comme de la drogue. Donc, il y a des mandataires de toutes parts, des faux mandataires de toutes parts, et le grand problème de la terre en Haïti, c'est surtout le laxisme, la nonchalance, la corruption et la négligence, le mépris des juges des tribunaux. Les tribunaux, si on veut véritablement faire quelque chose en Haïti, d'abord, il faut commencer par renforcer les tribunaux. Alors, avant d'arriver là, M. Eugène, oui, d'accord. Pierre-Louis, sous moi, donc comment pratiquement s'exerce? C'est-à-dire que les propriétaires, on peut vendre, on peut céder, on peut louer, tout à fait. On peut transférer. Comment ça se fait? Alors, il y a 3 voies. Merci pour la question. Ça me permet de préciser mon intervention. Il y a 3 moyens pour devenir propriétaire, selon le droit haïtien. Oui. Premièrement, par l'acquisition. Vous achetez la terre, vous faites l'acquisition de la terre de son propriétaire. Très bien. Donc, dès lors, vous devenez propriétaire par achat, par acquisition de son propriétaire. Deuxièmement, c'est par voie successorale. Vos parents vous ont laissé un immeuble, fonds et bâtisse, une terre, une propriété. Donc, dès lors, vous devenez propriétaire par dévolution successorale, par succession, par héritage. La troisième voie, c'est par donation. Très bien. Donc, quelqu'un qui est propriétaire de son bien, il vous fait donation, comme l'État aussi a l'habitude de faire des donations. Donc, c'est 3 voies classiques, juridiques, qui permettent maintenant de devenir propriétaire de la terre. Ça, on est dans la loi, dans le code civil. Donc, l'acquisition, la succession et la donation. Tout à fait. Très bien. Maintenant, celui qui vend, il doit avoir qualité pour vendre.
Tout à fait. Alors, il y a un article très clair du Code civil qui dit que la vente du bien d'autrui est nulle. Ça me donne, mais... Oui, il faut préciser. Je me auditeur autant de ça bien. La vente du bien d'autrui est nulle. Mais il faut être prudent. Et quelqu'un peut vendre un bien qui ne lui appartient pas, et ça arrive à longueur de journée. Maintenant, l'acheteur, parfois, l'acheteur peut être de bonne foi, comme il peut être aussi de mauvaise foi. Il peut agir en collision, de mèche avec les vendeurs. Il sait que le vendeur n'est pas propriétaire, mais il s'arrange en association des malfaiteurs pour accaparer de la terre. Mais la loi, dans bien des cas, protège ces individus. Et vous allez comprendre la philosophie qui sous-tend cette question. Quelqu'un qui aurait acheté une propriété de quelqu'un d'autre qui n'est pas le vrai propriétaire, mais il arrive que le propriétaire, l'acquéreur, le nouvel acquéreur, occupe ce bien-là, mal acquis, pendant un certain laps de temps. Donc la possession prolongée peut conduire à la propriété. Oui, c'est un mode d'acquisition aussi. Ah, Mais, entre parenthèses, qu'on met entre parenthèses. C'est une dérogation aux trois voies classiques que nous venons de définir. La personne occupe le bien pendant un certain temps, mais mal acquis. Mais le vrai propriétaire, négligent, ne se manifeste pas. Or, le nouvel acquéreur occupe la terre à titre de maître et de manière utile, ça veut dire qu'il fait des actes de maître sur la propriété, etc. Il a un titre qui n'est pas vrai, qui n'est pas un titre régulier, mais c'est un titre quand même. Donc, après 10 ans d'occupation utile, paisible, ininterrompue, eh bien, il devient propriétaire par usucapion abrégé de 10 ans, qu'on appelle la petite prescription en Haïti. Maître Pierre-Louis, ce point est important. Ça veut dire que l'occupant, pendant un certain temps, de manière paisible, sans interruption, peut devenir propriétaire. Tout à fait. Alors maintenant, comment peut-on prouver cette occupation paisible? Alors, l'occupation, c'est une bonne question. Cette question nous renvoie à la question de la possession. Il y a deux aspects qu'il faut regarder. Alors, en matière d'immeuble, en matière de terre, en matière de la terre, il y a la propriété et la possession. Très bien. Selon la loi, selon le Code civil haïtien, la propriété, il y a ce qu'on appelle les attributs du droit de propriété. Il y a le droit de propriété. Donc, il y a les attributs du droit de propriété. Donc, l'attribut du droit de propriété, ils sont au nombre de 3. C'est l'usus, la busus, et l'usus, le fructus et la busus. L'usus, c'est le droit d'usage du bien en question. Le fructus, c'est le droit d'en tirer les fruits civils. Louer on caille ou exploiter terre. La busus, c'est le droit de disposer du bien, ça veut dire de le vendre, de le donner en hypothèque, de l'hypothéquer. Donc, mais tous ces droits n'appartiennent qu'au propriétaire, qu'au vrai propriétaire du bien. Mais il arrive toutefois qu'une tierce personne, qu'un individu occupe un bien à titre précaire. Il a la possession, la détention précaire du bien sans avoir la possession légale. La possession légale appartient au propriétaire. Mais quelqu'un qui est gardien, par exemple, il occupe la terre pour quelqu'un d'autre. Il n'est pas propriétaire. Même s'il passe un laps de temps prolongé, mais ça ne fait pas de lui un propriétaire. Mais quelqu'un qui a laissé sa terre, peut-être qui va en voyage prolongé, qui n'est pas revenu sur Haïti, et puis quelqu'un d'autre fait irruption sur sa propriété pendant un certain nombre de temps, aller jusqu'à 20 ans, ce qu'on appelle la grande prescription, eh bien, il peut arriver que les vrais propriétaires perdent la propriété de son bien. C'est dans le même esprit de la prescription acquisitive. Maintenant, la question maintenant du droit, on est devenu propriétaire, mais être propriétaire avec des titres ne suffit pas. Il faut occuper le bien. Et l'État, dans sa philosophie, l'État n'encourage pas, non, les envahisseurs, les spoliateurs. L'État encourage les propriétaires à mettre en valeur
la terre. Car si vous ne mettez pas en valeur la terre n'est pas productive. N'est pas productive. La terre doit être productive. Donc vous devez mettre en valeur, pour encourager, pour inciter les propriétaires à mettre en valeur leur terre, l'État aménage ces mécanismes juridiques. Donc vous avez une terre, vous ne cultivez pas la terre. Quelqu'un qui la cultive maintenant, pendant un certain temps, si vous allez exercer une action en justice au possessoire, et le juge de paix va constater, et ça c'est pour répondre précisément à votre question, le juge de paix va dire, mais à qui appartient ce jardin, cette culture? C'est à M. X. Qui a planté? À qui appartient cette maison de campagne? C'est X. Eh bien, le juge de paix va... Est-ce que vous êtes d'accord? Les habitants, les témoins disent oui, exactement, monsieur, c'est lui qui a cultivé ce jardin, qui a entretenu ce jardin, et cette maison de campagne lui appartient aussi. Nous avons été témoins de la construction, et bien on dit d'accord, il a la possession en attendant. Très bien. Donc, vu l'importance de ce point, on va prendre une pause. À M. Eugène et Pierre-Louis, il souffle un peu. Et on voit bien. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 399e édition de la série OCPA Magazine. Série qui a pour thème la problématique des confiteries en Haïti. Notre invité, Maître Jean-Eugène Pierre-Louis. Maître Pierre-Louis vous a expliqué, de long en large, l'importance de l'élémentaire. La terre qui a occasionné des conflits. La terre qui a toujours été une question épineuse entre les hommes. Comment on est passé de l'État à, je dirais, à l'appropriation des terres par les particuliers. Donc, ça veut dire que cette question, elle pose problème partout, mais l'environnement juridique est tout aussi important pour garantir la pleine jouissance de ce droit essentiel aux investissements. Avant la pause, M. Eugène vous a parlé comment on peut devenir aussi propriétaire. La possession prolongée peut conduire à la propriété. L'occupation paisible pendant un temps déterminé, ça fait état de 10 ans dans un premier temps et de 20 ans dans un second temps, eh bien, peut conduire à la propriété. Mais, puisque nous parlons de l'exercice du droit, il a fait état du fait qu'il faut un acte juridique pour démarrer, pour constater cette prise de possession paisible. À ce moment-là, les voisins ont un rôle important à jouer. Mais M. Eugène, il y a une situation assez particulière qui arrive chez nous où des gens ont acheté des propriétés, ont placé des gardiens qui reçoivent régulièrement leur rémunération et ces gardiens sont devenus propriétaires par la suite. Donc, comment peut-on éviter cette situation-là dans la pratique, dans les faits, toujours en se référant au droit, à la justice particulièrement? Très bien. Là, vous touchez un problème pour ce païen, un problème d'ordre sociologique. Et ce problème a rapport avec l'éducation. Parce que vous savez, notre pays maintenant prend une pente dangereuse et décroissante, inquiétante,
Parce qu'il y a ce délitement de la société maintenant. Parce que à un certain moment donné, aucun gardien, personne ne pouvait mettre dans la tête d'un gardien qu'il pouvait convoiter, penser à devenir propriétaire d'un bien de son patron. Il est là comme gardien, il a sa chambre, il peut avoir sa petite maison dans la cour avec sa femme, ses enfants, etc. Mais il sait qu'il est gardien, il garde son statut de gardien. Et il en jouit. Le patron le récompense, ses enfants grandissent dans la maison, etc. Mais il sait que dès que le propriétaire a besoin de son bien, il faut libérer les lieux. Il vide les lieux. Mais aujourd'hui, avec cette délinquance, cet aspect de délinquance généralisée, ce délitement, cet effritement des valeurs morales, l'incivilité, d'accord, cette course à la richesse facile. Maintenant, tout cela fait que les valeurs ne tiennent pas. Et puis, c'est dans ce contexte que des gardiens s'entendent avec des malfrats, d'accord, des malandrins, pour s'accaparer des biens de leur patron, des biens, même des tiers qu'ils ne connaissent même pas. Et ceci impunément. Et la justice, maintenant, pratique une sorte de laxisme, de nonchalance, de tolérance regrettable, avec des conséquences dommageables pour les propriétaires dans un premier temps, mais pour l'économie du pays en général. Et à ce carrefour, l'État a pour devoir impérieux d'intervenir. Sinon, on ne pourrait pas parler des questions d'investissement, des questions de croissance économique, de production nationale, tant qu'on n'arrive pas à mettre de l'ordre dans cette question. Donc là, parce que le paramètre qu'il faut maîtriser, permettez-moi, professeur Payan, c'est que la population continue à croître. Il n'y a aucune politique de démographie en Haïti de contrôle de la population, de contrôle de naissance. Or, la terre ne s'accroît pas. Et chaque jour, avec la question de dégradation de l'environnement, question de réchauffement climatique, et question, nous ne contrôlons pas nos frontières. Et de temps en temps, d'après ce que j'ai, de temps à autre, les Dominicains avancent un petit peu sur la frontière pour prendre quelques pieds sur notre territoire. Nous n'avons pas d'armée véritable qui contrôle cet espace. Nous n'avons pas de on parle de polyfront aujourd'hui, mais c'est en gestation et c'est des expériences pilotes qu'on est en train de faire. Mais il y a des vraies menaces sur le territoire haïtien. Menaces de l'environnement, menaces naturelles, menaces sur le mode d'exploitation de la terre, menaces maintenant sur le droit de propriété. Et je dois dire, vous savez pas, il y a dans tous les pays du monde, dans certains pays même, l'État, dans certains pays où il y a eu des révolutions, et ça s'est passé au Brésil, ça s'est passé en Argentine, ça s'est passé à Cuba, ça s'est passé en Russie soviétique. C'est l'État qui est propriétaire de la terre. Très bien. Donc ça veut dire que l'État a le contrôle. Et il y a le problème de zonage. Problème de zonage, ça veut dire que l'État a pour devoir de déterminer quelle zone qui est on peut construire réservée à la construction, et quelle zone réservée à la culture, quelle zone réservée aux besoins forestiers, c'est-à-dire que pour y a des forêts, maintenant, etc. Donc, pour avoir un cadre de vie normal où l'on peut vivre tranquillement, un cadre de vie harmonisé, normal, où les gens, les animaux, etc. vivent conformément aux règles universelles de vie normale. Or, c'est l'État qui doit intervenir, qui doit donner et maintenant la lettre, et puis maintenant, les citoyens doivent être formés en conséquence pour savoir qu'il faut protéger le cadre de vie, sinon on va tous périr. Très bien. Alors, voyez, un gardien peut aussi mettre en difficulté un propriétaire. Oui, tout à fait. Alors, Maître Eugène, comment peut-on éviter cela, concrètement? Très bien. Ça, c'est la question fondamentale. C'est la question préoccupante. Il y a plusieurs approches. Mais vous allez voir, en tout cas, l'État est primordial. Puisque vous venez de le dire, professeur Payan, la question de la terre, mettre de l'ordre dans la terre, c'est une question déterminante. Parce que la terre, c'est un facteur de production économique, c'est un facteur, sinon le premier des facteurs, mais c'est un facteur multiplicateur en économie. Sans la terre, on ne veut rien faire.
Or, maintenant, plusieurs investisseurs qui voulaient venir s'établir en Haïti ont abandonné. Pourquoi? Parce que justement, quand ils posent la question de savoir comment la question de la propriété de la terre est en Haïti, on vous dit, ah, c'est une catastrophe, c'est de l'anarchie. Vous pouvez avoir votre terre, et puis demain matin, des spoliateurs envahissent, des envahisseurs prennent la possession, et la justice est impuissante. Et le plus souvent, ils sont armés, ils exercent des menaces de mort sur les vrais propriétaires. Et bon, l'État haïtien ne reste pas indifférent parce qu'on a créé, de quoi? L'Office du cadastre. L'Office du cadastre. Il y a aussi aujourd'hui au niveau de la police, je crois que c'est sous l'obédience de l'autorité de sécurité d'État, sécurité publique, il y a une brigade spéciale, et BRICIF, je crois, qui est là pour intervenir en cas de besoin lorsque cette brigade est sollicitée. Mais cela ne suffit pas. Et l'État doit commencer par avoir une vraie politique publique du cadastre en Haïti. C'est extrêmement important. Sans cette politique de cadastrale, pour mettre de l'ordre, pour savoir quelles sont les terres de l'État. Parce qu'aujourd'hui, des particuliers envahissent les terres de l'État. Et les maires, chaque fois, il y a certains maires, certains magistrats, ils voulaient s'enrichir à partir des terres qui sont d'État. Ils cherchent des terres. Parfois, ils prennent des terres des particuliers pour des propriétés de l'État et les accaparent. Il y a de ces problèmes. Il y a des individus, sans foi ni loi, maintenant, qui cherchent les terres vacantes pour les occuper, qui exercent des menaces sur les vraies propriétés pour les porter à abandonner leurs propriétés. C'est courant dans le pays. Maintenant, ce problème existait seulement à Tocadéma avec beaucoup plus d'acuité, néanmoins, du côté de la Tibonite. Mais aujourd'hui, le problème qui existait dans la Tibonite, le problème existait moins dans la Tibonite. Ça existe beaucoup plus ailleurs que dans la Tibonite. Alors que c'est la Tibonite seulement qu'on a eu le tribunal spécial qui s'occupe de la terre qu'on appelle le tribunal terrien. L'État, à part le cadastre, l'État doit commencer par établir ce tribunal terrien partout dans le pays. En tout cas, dans certaines juridictions importantes, comme dans le nord, et comme dans le sud, comme dans l'ouest, il faudrait, moi-même, je propose qu'on institue ce genre de tribunaux. Le tribunal spécial terrien doit s'étendre à travers le pays. Il faut multiplier, dupliquer cette expérience qui est quand même productive. Parce qu'aujourd'hui, il y a moins de conflits. Il y en a, mais parce qu'il est enseigné qu'il y a la terre à la guerre. Et un État doit nécessairement avoir une politique publique du contrôle de la terre. Oui. Il est inévitable. Parce que c'est une convoitise énorme. Et c'est partout. Donc maintenant, un État qui ne stabilise pas le droit de propriété, la propriété de la terre, ne peut pas progresser au point de vue économique, ne peut pas stabiliser ses citoyens, ne peut pas discipliner, ne peut pas produire véritablement. Car la stabilité de la question de la terre est primordiale pour toute forme de production nationale. Donc la question, pour remédier à cette situation, nous proposons d'abord de dupliquer, de multiplier cette expérience de la Tibonite, de Saint-Marc, et partout ailleurs, et en tout cas en commençant par les principales juridictions du pays, les plus importantes de toute façon, ou du moins dans les 5 juridictions des cours d'appel de Port-au-Prince, il faut un tribunal terrien dans cette juridiction, cour d'appel des Cayes, il faut instituer maintenant un tribunal terrien, cour d'appel des Hèches, il faut instituer une juridiction de ce genre. Il y en a déjà dans la Tibonite. Donc dans le nord, il y a institué un autre tribunal terrien. Donc vous aurez 5 tribunaux terriens, je m'en excuse, maintenant sur le territoire, avec des juges spécialisés, compétents, des commissaires du gouvernement en tant que ministère public compétents, spécialisés, et maintenant en renforçant l'école de la magistrature pour former des juges, mais surtout avec des gens d'éthique nommés sur base de compétences. Ce n'est pas des parlementaires qui doivent proposer leurs ouailles, leurs amis, leurs petits copains pour devenir juge et commissaire du gouvernement. Former des gens, recruter des gens sur base de concours, les former à l'école de la magistrature, des commissaires du gouvernement, des greffiers, mais surtout d'autres acteurs. Très bien. Alors, M. Pierre-Louis, il y a aussi, il faut remarquer que les acteurs qui sont au centre de cette problématique, tels que les avocats, les notaires, les arpenteurs, et les juges aussi, ces acteurs-là ont un rôle à jouer dans le problème comme dans la solution. Après, donc comment peut-on situer
je dirais, la responsabilité de chaque acteur et de façon à enrayer Très bien. ce problème. Ça, le mal est là. Parce que les acteurs qui sont là, des auxiliaires de la justice, D'abord, on peut prendre l'avocat. l'avocat, c'est un danger. Il devient un danger dans cette question. Donc, il y a un problème d'éthique. Un avocat, quelqu'un qui gère un cabinet d'avocat, ou bien qui est avocat tout simplement. Il y a quelqu'un qui vient auprès de vous, une tierce personne, un justiciable qui vient auprès de vous, qui dit, maître, j'ai une terre là, ou bien j'occupe un terrain, maintenant on veut me chasser. Parfois, moi, souvent, je reçois des gens qui viennent me consulter, on me dit, maître, je suis gardien d'un terrain, on me dit que le propriétaire va venir en Haïti pour prendre le terrain, comment je dois faire? Je peux vous donner moitié si vous voulez partager avec vous. Même dire, est-ce que la terre vous appartient? Non, maître, non, on ne va pas dire ça. Si vous êtes gardien, mais le propriétaire va vous payer. Il dit, mais il doit me donner, me dit, non, c'est à lui de savoir s'il va vous donner de la terre. Mais vous êtes gardien, vous êtes un salarié, vous êtes un employé. Donc, vous travaillez pour son compte. Mais quelqu'un qui vous dit aussi, maître, je viens d'avoir une terre. Et maintenant, je vais vendre. Mais où est le papier? Mais si vous n'avez pas de titre de propriété, où est votre acte d'appontage? Où est votre papier? Vous n'en avez pas. Je me dis, ah, mon cher, je regrette. Mais comment moi-même, avocat, pour vous défendre, je dois avoir les titres de propriété, l'acte d'appontage. Je dois avoir la preuve que vous êtes. Êtes-vous en possession de la terre? Qui est en possession? Ah, il me faut un constat. Bon, si l'avocat ne monte pas ce dossier, donc vous mettez à ce moment-là, vous cautionnez cette démarche malhonnête, donc vous devenez associé maintenant de ce malfrat, donc automatiquement vous êtes un malfrat aussi. Donc à ce moment-là, il faut avoir de l'éthique, il faut au niveau de l'école des barreaux, mais pas seulement l'école des barreaux, c'est une question d'éducation. Oui. Parce que quelqu'un, c'est pas là, souvent on dit que l'avocat est assimilé à un voleur ou bien à un malfrat, mais c'est pas vrai. Le voleur, lorsqu'il est attrapé, il va voir l'avocat. Et l'avocat peut choisir ou ne pas choisir, mais on ne peut pas juger les voleurs sans son avocat. Maintenant, quelqu'un qui a devenu avocat, s'il a déjà été un malfrat, un bandit, un vagabond, il est devenu avocat, il est devenu un vagabond en puissance, car il sait comment jouer avec la loi. Et maintenant, aux États-Unis par exemple, si vous êtes à l'école de droit, c'est qu'on appelle law school, vous êtes dans une law school, pour devenir avocat, on va mener une enquête d'éthique sur vous. Si vous avez l'habitude de mentir à l'école, je regrette, vous allez faire passer les années à l'école, mais vous n'allez pas devenir avocat. Et on vous exige même d'avoir une licence dans un autre domaine avant de pouvoir accéder à la faculté de droit. Donc ça a des problèmes d'avocat, problèmes de barreau, sanctions qu'il faut prendre au barreau, au conseil de discipline. Et maintenant, il y a la justice aussi. L'avocat, c'est... Alors non, l'appontage également. Mais l'appontage, quelqu'un qui est apponteur, une personne vous demande d'apponter pour lui, mais où est votre premier titre d'appontage? Où est votre premier appontage? L'appontage du propriétaire, l'appontage du donateur, de votre donateur, l'appontage de vos parents qui vous ont légué la terre. Non, il faut commencer par là. Maintenant, impunément, l'apponteur vous dit, ah, donne-moi tel montant. Lui-même, il fabrique pour vous. Il fait l'appontage, il opère la nuit, sans papier, avec des vagabonds. Donc, en ce moment-là, mais c'est un problème de la justice. Tant que vous ne renforcez pas ce pays, la justice de ce pays, vous n'allez nulle part, dans tous les domaines. La justice, quand la Bible vous dit que la justice élève une nation, mais ce n'est pas un jeu, c'est pas un jeu. La justice doit faire peur aux malandrins, aux malfrats, aux éventuels délinquants. Tant que la justice n'a pas cette capacité de faire peur aux délinquants, eh bien, on va faire n'importe quoi. La justice a cette vertu, cette mission curative et préventive. Lorsque la justice punit un délinquant, donc c'est la réparation du tort causé. Mais cette punition lance un message fort aux éventuels délinquants pour leur dire, voici ce qui vous attend. Donc maintenant, quand la justice ne fait pas, parfois le juge dit aux voleurs de terre, écoutez cher ami, si vous me donnez la moitié, je vais rendre le jugement en votre faveur. Mais ça, c'est quoi ça? Maintenant, moi-même, ce que je propose, en plus de ce tribunal terrien, il faut pénaliser, il faut criminaliser cette affaire de vol de terre. Si la personne sait, il envahit, un individu qui envahit un terrain qui ne lui appartient pas, il sait qu'il va prendre 10 ans de prison pour avoir fabriqué des faux papiers, pour avoir envahi la terre. Il sait qu'il va être arrêté en prison, que sa femme va lui apporter à manger pendant 10 ans en prison, s'il y a de la nourriture pour lui, parce que
Et en ce moment-là, on va il va perdre, je ne sais pas, la capacité de faire le commerce, la capacité de signer des contrats pour entamer maintenant son statut civil, comme un crime afflictif et infamante. Avec des peines sévères, avec des juges qui font appliquer la loi. En ce moment-là, on peut respirer un peu. Mais tant il faut mettre dans notre cadastre, il faut maintenant, l'étape arrive à identifier ces terres, d'accord? Il faut procéder au zonage de la terre. Il faut instituer un tribunal de terrien dans les principales juridictions où il y a, en tout cas, pas chaque coup d'appel. Chaque coup d'appel, ça nous donne 5 tribunaux terriens. Il faut maintenant criminaliser, pénaliser la question de vol de la terre, la question d'envahissement de la terre. Mais de façon ponctuelle, quelqu'un qui est victime de cette situation-là, de quel recours? Ah non, les recours, ce sont les recours traditionnels. Les recours traditionnels, dès que quelqu'un vient sur votre terre, bon, alors le paysan a un réflexe. Le paysan a sa terre, il vient de récolter, il vient de semencer, et bien maintenant vous faites manger, vous faites perdre vos animaux, il arrête, on saisit les animaux. Maintenant, il faut justement commencer, dès qu'on fait une action sur votre terre, appeler un juge de paix pour un constat. Et puis maintenant, voir un homme de l'art, un avocat, un fondé des pouvoirs, je ne sais pas, voir un avocat pour vous accompagner. Tout de suite. Sinon, la possession est anale. Donc, la personne qui envahit votre terre pendant une année et un jour, à ce moment-là, si vous ne faites pas l'action possessoire dans l'année, il faut aller au petit toit, le procès est plus long. Là, il demande beaucoup plus. Donc, à ce moment-là, et il faut occuper votre terre. Ne laissez pas les terres vacantes. Il faut justement poser les actes de maître, cultiver la terre, construire sur la terre, les clôtures et être toujours présent, même pas personne n'était posé, pour occuper la terre véritablement. Très bien. Ainsi prend fin la 399e édition de la série Oak Magazine. La problématique des confiteries en Haïti. Notre invité, Maître Jean-Eugène Pierre-Louis. Nous disons un grand merci à Maître Pierre-Louis pour sa disponibilité et à vous, nous disons à bientôt.